Nous sommes le 31 décembre 1944 et dans le cockpit de son B-17, The Little Skipper, le sous-lieutenant Glenn Rodjon est aux commandes assisté de son copilote, le sous-lieutenant William Leake. Ils approchent de l'Allemagne avec pour mission de raser les raffineries de Hambourg. Les obus de DCA explosent juste en dessous d'eux et c'est le chaos total. Les hommes regardent les B-17 se faire abattre les uns après les autres dans la zone cible devant eux. Au plus fort de la DCA, Rodjon aperçoit un marqueur de fumée au-dessus des docks. C'est le signal pour larguer les bombes. Tous les B-17 du groupe de Rodjon encore en vol ouvrent alors leur soute à bombes. Les tirs de DCA redoublent d'une intensité que les pilotes n'avaient jamais connue. Dans l'escadron de tête, le B-17 Fuhlsröschin est touché en plein cœur. Collision de deux B-17 en plein vol. Il dévie sur la droite et percute de plein fouet un autre B-17 du nom de Kramp-Strams. Les deux avions s'écrasent l'un contre l'autre et Kramp-Strams est coupé en deux. Les deux appareils chutent à travers le ciel. Rodjon et Leake n'en croient pas leurs yeux. Ils pensent que tout le monde est perdu. Mais chose incroyable, 3 membres d'équipage de chaque avion sont projetés dans le vide et parviennent à ouvrir leur parachute. 3, 4, j'en vois 6. Navigateur, note ça dans le journal de bord. Rodjon encaisse le choc et contacte par radio le sergent James Shirley. Bombardement de Hambourg et bataille aérienne. Confirme quand les bombes sont larguées. Bombes larguées. Les immenses soutes du B-17 larguent une série de bombes de 220 kg qui plongent vers la terre. À bord du Little Skipper, le mitrailleur de Tourelle Boule regarde les bombes s'abattre sur l'objectif. « Russo, qu'est-ce que tu vois ?» En plein dans le mille. Après avoir largué les bombes, la formation aérienne suit le plan initial et fait demi-tour, mettant le cap droit vers la mer. Il resserre la formation autant que possible pour le trajet retour. Mais à peine remis en formation, environ 50 défenseurs allemands foncent à toute vitesse pour intercepter les Américains. Les premiers sur les lieux sont les ME-262. L'un d'eux dévale sur les Américains depuis le ciel et balaye toute la formation de ses canons MK-108. Le Messerschmitt continue sa descente et amorce une large courbe, ses sillages de vapeur scintillant au soleil. Il est trop rapide pour le toucher et il a disparu avant que les mitrailleurs puissent le viser. Puis, des Bf-109 foncent sur la formation, l'attaquant de face, tandis que les FW-190 bourdonnent tels des frelons. Le Faithful Forever, à la droite de Rodjon, reste légèrement en arrière. Déjà endommagé par les tirs anti-aériens, il est de nouveau touché. Son pilote, le sous-lieutenant Leo Ross, prend la radio. Faithful Forever en descente. Ross parvient à ramener son avion à 5000 pieds et à le stabiliser malgré les dégâts. Tout son équipage s'éjecte et survit. De retour dans la formation principale, tout espoir est perdu et les Allemands ravagent la formation désormais en lambeaux. Groupe important d'ennemis en haut à gauche. Puis, l'image magnifique des P-51 américains apparaît à l'horizon. C'est l'escorte de chasse. Merci mon Dieu. Les intercepteurs allemands trouvent des cibles plus faciles et font immédiatement demi-tour. Les P-51 américains, certains que les Allemands sont partis, quittent la zone pour défendre d'autres B-17 plus loin. Les P-51 partent défendre les forteresses plus en avant du front. Gardez les yeux ouverts, les gars. Rodjon et ce qui reste de sa formation continuent seuls. On est presque au-dessus de la mer. Tenez bon tout le monde. Ils approchent des côtes allemandes, au nord-ouest de Hambourg. La Luftwaffe frappe à nouveau, et ils voient déjà les tirs de DCA reprendre. Ils traversent à nouveau ces tirs, mais arrivent rapidement au-dessus de la mer. Ils avancent lentement, mais c'est bien possible qu'ils parviennent à rentrer chez eux. Les rafales sont désormais d'une telle force que les B-17 ne peuvent plus maintenir la formation. Puis dans l'interphone, survient l'appel que tout le monde redoute. Avions ennemis à 11 heures. Une traque de chasseurs allemands, arrivant de Bray et Tolden, arrive en force pour intercepter la formation, désormais dispersée au-dessus de la mer. Luttant désespérément en fait de turbulence, les P-17 tentent de rester quêtés. Mais les avions sont touchés les uns après les autres. De plus en plus de trous apparaissent dans la formation, à mesure que des P-17 s'écartent, leur moteur crachant de piles et des flammes. Des espaces dangereux se forment, exploitables par les chasseurs allemands. Un B-109 venant de face mitraille, le Nine Lives, l'avion de tête de la formation de World Up. Les balles criblent le cockpit et les 2 pilotes meurent sur le coup. Mon empire industriel alimente la machine de guerre. Recherche, extraction, empinage.
Mais tous les moteurs continuent de tourner et l'équipage restant poursuit le combat, ignorant que tout le monde est d'accord à l'avant. À bord de Little Skipper, Rojon réagit vite pour combler le vide, tentant désespérément de maintenir la cohésion de sa formation. Rojon ajuste avec précision la position du Little Skipper, une main sur le manche, l'autre prête à réduire les gaz. Il cherche le 9 Lives, mais l'avion de tête est introuvable. All the crew, anyone see the McNabb? 9 lives, where did it go? Il est loin de se douter que McNabb et Vaughan gisent sur leur siège dans le cockpit. Le 9 Lives vole droit, mais pas de niveau. Ces deux pilotes inanimés ont tiré sur le manche et le P-17 poursuit sa course sur une trajectoire légèrement ascendante. Ethan Porter, capitaine dans un P-17 voisin, voit les deux avions se rapprocher dangereusement. Ils vont bientôt se percuter. Prends rapidement la radio, dit l'avertir des pilotes. Et à 12h44, une secousse titanesque projette Rojon et Lee vers le haut, au point que la main de Rojon est arrachée des manettes des gaz. Les genoux de Leak heurtent violemment le manche. What God's name was that? Mount, what's... Leak et Rojon testent les systèmes hydrauliques et électriques. Les systèmes fonctionnent, mais ils perdent le contrôle de leur fortune. Rojon regarde derrière et n'en croit pas ses yeux. Le 9 Lives a percuté The Little Skipper en plein vol et a transpercé la carlingue en aluminium Fortress de Roger. Jeez, Glenn. We're stuck together like waiting dragonflies. Dans la tourelle ventrale du 9 Lives, le sergent-chef Edward Goodall Jr. écrit B d'éclats de métal, résultat de l'impact entre les deux avions. Il n'y a plus ni électricité ni hydraulique, alors il emprunte sa manivelle de secours et prie que le levier ne casse pas. Avec une lenteur qui ne l'arrête une éternité, la tourelle se met enfin. Il parvient à ramper hors de la tourelle pour regagner le fuselage. Goodall jette un coup d'œil à l'intérieur du fuselage. C'est un amas de métal tordu. Il sait que le caporal Joe Russo, le mitrailleur du Little Skipper, n'a aucune chance de s'en sortir. La tourelle de Russo est enfoncée dans le toit du 9 Lives et elle est bloquée par le métal tordu. Le mitrailleur est piégé. Goodall voit Russo faire de signes de croix. Par métaphone qui fonctionne encore, l'équipage du Little Skipper, toujours en contact avec leur mitrailleur, dont les Joe saluent. Paris c'était progressif. Bill Leak est profondément ému d'entendre l'angoisse dans la voix de son mitrailleur de tourelle. Il dira plus tard I could not help it, and I felt that I was somehow invading his right to be a punk. que Russo puisse faire ses dernières prières en privé. Leak retire son casque, se retard. Il dira plus tard que ce fut le moment le plus difficile pour lui. Pendant ce temps, le moteur numéro 1 du 9 Lives est en flammes, et il faut à Rojon et Leak un effort herculéen pour maîtriser la descente des deux avions, alors qu'ils sont accrochés l'un à l'autre, quittant la formation et descendus maintenant à 15 000 pieds. Les pilotes calant leurs pieds contre le tableau de bord d'une des tosques pour mieux tirer sur le tranche. Leur visage crispé meurt l'effort. Rojon essaye plusieurs fois de séparer les avions. Il met à saut les gaz du Little Skipper, essaie même de secouer les deux appareils pour les séparer, mais en vain. Rojon sait qu'un crash en mer, c'est la mort assurée. Pour sauver son équipage, il faut qu'il amène son avion au-dessus de la terre ferme. Il ne sait pas s'il réussira à manœuvrer les deux avions, mais il doit essayer. Les moteurs du Little Skipper sont ramenés au ralenti. Par un coup de maître absolu, Rojon et Leak parviennent lentement à faire tourner les deux B-7 soudés l'un à l'autre. Les avions se redressent lentement. Une vague d'euphorie submerge les pilotes quand les côtes allemands apparaissent dans leur champ de visu. Rojon voit maintenant que son aile gauche n'est plus qu'un brassier et il sent la chaleur envahir le fuselage du Little Skipper. Le métal du fuselage, devenu brûlant, lui cuit le visage. À mesure qu'il se rapproche des côtes, ATCA se déchaîne de nouveau. Un feu d'artifice commence. Ce sont les munitions de mitrailleuses de calibre 50 qui surchauffent et explosent dans les flammes, projetant les balles dans les airs de tous les côtés. Rojon et Leak échangent un regard où celui d'une terreur. L'horizon approche. Rojon saisit l'interphone. You're in the bailout crew. You
all gotta jump on the tail door. La porte se trouve directement dans le sillage des flas implacables qui calcient et défend le Nine Lives et le Little Skipper. Mais il n'y a pas d'autre issue. À l'arrière de l'appareil, 3 membres d'équipage, Elkie, le House et Little, tentent de libérer Rousseau. Ils peuvent l'entendre encore en train de crier. Les 3 hommes essaient de toute leur force, mais la tourelle sphérique est complètement bloquée. Elkin dira plus tard. There were no move. There was no means of escape for this brave man. Thanks. No, we are about that. Cours de temps, l'équipage saute en parachute, et après un dernier regard vers Rousseau, il se jette dans les airs à travers le phare. À terre, sur l'île de Wanga Rouge, les artilleurs allemands n'en croient pas leurs yeux. Ce bombardier à 8 moteurs fonce vers la terre. Un capitaine de la Wehrmacht lève les yeux vers ce spectacle et réalise que ces bombardiers sont condamnés à une mort certaine et qu'il est inutile de tirer. Feuer einstellen! Dieser arme Kerl hat keine Chance mehr. Il ne reste plus que quelques minutes avant l'impact. Roger sait que c'est la dernière chance pour Lick de sauter. Lick, défiant les ordres de Roger, dans le. Il sait que Roger ne peut pas contrôler l'avion tout seul. Sans la force supplémentaire de Lick, les 2 avions partiraient en vrille et Roger ne pourrait pas sauter. No, I'm staying. Rousseau, prisonnier de la tourelle encapsulée dans le fuselage du Nine Lives, par chance, n'a peut-être pas vu le sol se ruer vers lui. Le sol se précipite vers eux, criant les pilotes dans leur dernière prière, alors que le sol envahit leur champ. Le Nine Lives explose et se désintègre à l'impact, projetant en l'air The Little Skipper, tel un athlète sur sa perche. Propulsé une dernière fois dans les airs, le Skipper s'écrase lourdement sur le sol. L'aile gauche, fauchant un bâtiment en bois, déchire le fuselage et projette le cockpit vers l'avant jusqu'à son arrêt final. Un silence s'installe. Incrédules, les 2 pilotes osent se regarder. Ils sont tous les 2 en vie. Aucun n'est gravement blessé, juste quelques coupures et contusions. Lick rampe hors de l'épave par une brèche déchirée derrière le cockpit et retrouve la lumière du jour. Debout, il se palpe la poitrine à la recherche d'une cigarette bien méritée. Il est sur le point de l'allumer quand le canon d'un fusil pointé droit entre ses yeux le force à s'arrêter. Un soldat allemand fait des gestes frénétiques pour désigner l'essence qui s'écoule sur l'aile depuis les réservoirs éventrés. Was zum Teufel tust du da? Bist du verrückt? Du bringst uns alle in Flammen. En grande partie grâce à l'habileté de Roger et Lick et à leur capacité à ramener les 2 avions sur Terre, 10 membres d'équipage du Little Skipper et 4 du Nine Lives survécurent. Roger, humble jusqu'au bout, parlait peu de la Distinguished Flight Cross qu'il reçut pour son exploit. Il a toujours affirmé qu'il devait sa vie à Lick. In all fairness to my co-pilot, he's the reason I'm alive today.